Alors, les 6e 5 et les 6e 6, on se retrouve cette fois-ci pour la deuxième partie du cours consacré à l'Empire romain. Donc, je reprends exactement là où je m'étais arrêté, c'est-à-dire donc la carte de ce fameux empire romain donc qui est gigantesque. J'évoquais notamment donc les peuples barbares et en particulier les barbares germaniques donc comme les Francs, les Burgondes et les Vandales. Alors ça c'est intéressant parce que le choc que va représenter un petit peu plus tard les invasions barbares dans l'Empire romain d'Occident, je vais expliquer un petit peu plus tard pourquoi je parle d'Empire romain d'Occident, on y vient tout de suite. Hein. Donc, si vous voulez, ça a été un choc considérable, quoi. C'est-à-dire que pendant des siècles, il y avait une stabilité avec une civilisation quand même assez organisée et en avance sur son temps, et en l'espace de quelques décennies, cette organisation va être totalement défaite et même détruite en partie et en grande partie donc par les envahisseurs barbares germains. Regardez par exemple l'expression vandale aujourd'hui, quand on emploie le mot vandale aujourd'hui, ça qualifie quelqu'un qui débarque quelque part, qui se met à tout casser, qui se met à tout piller, qui se met à tout détruire. Donc ça veut dire que le nom de cette tribu en fait a laissé une trace tellement violente que encore aujourd'hui on emploie l'expression vandale. Donc ça veut dire que vraiment ça a marqué les esprits. J'attire également votre attention sur le fait que parmi donc ces peuples germaniques, donc qui correspondent à l'Allemagne actuelle, il y a la tribu des Francs. Alors ça c'est intéressant parce que les Francs, c'est en fait les derniers barbares qui vont pénétrer dans la Gaule romaine une fois que l'Empire romain se sera effondré dans cette partie du territoire. Et les Francs vont être les fondateurs du tout premier royaume en France. Même si on n'emploie pas le terme de France encore à cette époque, ça il faudra attendre plutôt les Capétiens, donc 4 ou 5 siècles plus tard, mais on peut considérer que les Francs, donc, qui vont déferler en Gaule romaine, vont commencer à dessiner un peu les contours de ce qui deviendra par la suite la France, avec un chef qui s'appelle Clovis, qui a fondé donc la dynastie des Mérovingiens. C'est la première dynastie de rois en France, même si, je le répète, le mot France n'est pas encore employé à cette époque, on dit plutôt le royaume des Francs, qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc ça veut dire au passage que déjà à cette époque-là, le territoire il commence à être l'objet d'un métissage assez important. Hein. Je rappelle que les Gaulois à la base c'est plutôt des Celtes, mais ils ont été influencés par des Romains, puis ensuite par des barbares germaniques. Donc ce qui va devenir la France par la suite, et notamment au Moyen-Âge, c'est une sorte de mélange entre ces trois origines. Alors je reviens quand même sur l'Empire quand il s'est pas encore effondré, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Hein. On va pas le faire s'effondrer tout de suite, cet Empire romain. D'ailleurs, ce sujet, je rappelle que si Rome ne s'est pas faite en un jour, Rome ne s'est pas défaite non plus en un jour. Hein. Ce qu'on appelle l'effondrement de l'Empire romain, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et puis surtout, cet effondrement, il va pas concerner toute l'intégralité de ce qu'on appelle l'Empire romain au sens très large, car cet empire, en fait, il va avoir tendance à se diviser en deux parties, ce qu'on appelle l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Je vais en reparler un petit peu après. Je termine quand même sur l'aspect culturel, et notamment ce qu'on appelle la période dite de la Pax Romana. Alors ça, c'est encore une expression latine qu'on peut traduire de manière très facile, ça veut dire la paix romaine, ça signifie que après la période de conquête et d'invasion, qui forcément se passe pas bien parce que les populations qui sont attaquées, elles se défendent, hein, puis elles vivent pas forcément très bien l'occupation militaire dans un premier temps, mais au bout de quelques décennies ou quelques siècles, la cohabitation et même l'osmose avec les autorités romaines finit par se faire. Hein, et ça permet donc de créer une espèce d'univers un petit peu particulier. Par exemple, en Gaule, on a parlé de ce qu'on appelle la période gallo-romaine, donc une période au cours de laquelle les cultures gauloises et romaines se sont un peu et même beaucoup mélangées, et de manière tout à fait sereine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de rébellion, aucune province ne cherche à quitter l'Empire. Donc ça veut dire que quand même les populations locales, elles y ont trouvé leur compte aussi, et notamment un certain sens de l'organisation qui n'est pas désagréable de la part de Rome, dont je rappelle que c'est une sacrée administration, et puis surtout Rome arrive avec des infrastructures, Rome fait construire des ponts, des routes, des systèmes urbains très modernes, avec notamment des thermes, c'est-à-dire des bains publics, des théâtres, des forums, etc., etc. Et là, notamment, on va être amené à reparler de la ville de Burdigala, autrement dit Bordeaux aujourd'hui. Parce que Bordeaux fait partie de l'Empire romain à cette époque,
et bien évidemment. Et il y a notamment une fiche d'activité qui était incluse en fait à l'intérieur du cours sur Rome proprement, Rome et l'Empire. Je pense que certains d'entre vous ont pu la faire. C'est une fiche qui n'était pas très très compliquée en plus à faire et qui s'appuie sur une représentation, une sorte de modélisation de ce à quoi ressemblait Burdigala à cette époque. Donc je vais très bien en parler un tout petit peu, notamment pour évoquer au moins deux monuments qui sont assez importants pour ceux donc, qui ont pris le temps de travailler sur cette fiche d'activité. Vous avez pu voir notamment qu'il y a déjà une arène. Cette arène, vous la connaissez parce qu'on a déjà travaillé dessus en début d'année quand on a travaillé en géographie sur la métropole bordelaise, et notamment son passé historique. C'est le plus ancien monument de Bordeaux, hein, le Palais Gallien, cette fameuse arène donc, qui pouvait contenir entre 10 et 15 000 spectateurs. Elle porte le nom de Galien parce que c'est à l'époque où la construction a été faite, l'empereur qui régnait, c'était Galien. Donc là, on se situe approximativement aux alentours du 2e siècle après Jésus-Christ. Donc à cette époque, Burdigala est totalement intégrée dans l'Empire, hein, c'est-à-dire que c'est une... Alors au départ, donc elle était occupée par une tribu gauloise qui s'appelait les Burgondes, mais... pardon, pas les Burgondes, que dis-je, les Bicturiges, excusez-moi. Mais comme les autres Gaulois, dans l'ensemble, petit à petit, la culture romaine a fini par être acceptée, d'autant plus que, en même temps, les Romains toléraient que les populations conquises puissent conserver certaines de leurs traditions, et notamment les traditions religieuses. Donc ça facilite aussi, si vous voulez, le processus d'intégration de ces provinces à l'Empire romain. Donc Bordeaux, à l'époque, donc appelé Burdigala, a des relations très importantes avec le reste de l'Empire, pour plusieurs raisons, notamment parce que c'est une plaque tournante, c'est-à-dire que c'est un port qui permet de faire transiter des produits ou des matières qui sont très indispensables à l'époque. C'est notamment le cas de l'étain, qui est un métal en provenance de Bretagne, donc actuelle Angleterre, qui est très utilisé pour fabriquer notamment des objets en métal. Bordeaux commence aussi à cette époque-là, Burdigala, hein, commence aussi à cette époque-là à produire du vin, mais attention, il ne faut pas commettre d'erreur. La tradition du vin à Bordeaux, elle est en fait arrivée à peu près au même moment où Bordeaux a commencé à bien s'intégrer dans l'Empire romain. Auparavant, il n'y a pas vraiment de, je dirais, de culture du vin à Bordeaux. La culture du vin à Bordeaux, elle va commencer vraiment à se développer à partir du IIe siècle, après Jésus-Christ, dans l'Empire romain, et notamment les cépages, c'est-à-dire les types comment dirais-je, de pieds de vignes qui vont être utilisés majoritairement à Burdigala, en fait, proviennent d'une province plus éloignée de l'Empire. C'est ce qu'on appelle l'Illyrie, qui correspond aujourd'hui à la Croatie. Voilà, voilà. Pour terminer donc sur cet aspect donc culture de la Pax Romana, donc la paix romaine, il y a un autre empereur important dont je vais quand même citer le nom parce qu'il a fait quelque chose d'assez exceptionnel. Cet empereur, c'est Caracalla, qui va donc au IIIe siècle, au début du IIIe siècle, carrément faire quelque chose de révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il va donner la citoyenneté romaine absolument à tous les hommes libres de l'Empire. Uniquement les hommes, évidemment, hein, ça ne concerne pas les femmes, les enfants, les esclaves ou les étrangers. Mais par contre, tous les hommes libres de l'Empire, notamment ceux de Burdigala par exemple, peuvent devenir citoyens romains, et donc par la même occasion, ils peuvent voter, et on peut aussi voter pour eux. Donc du coup, ce qui va se passer aussi, c'est que à Rome, le Sénat va avoir son nombre de places multiplié par 2. Mais attention, on est sous l'Empire là, donc sous l'Empire, le Sénat a quasiment pas de pouvoir. Mais c'est quand même intéressant de remarquer que, avec l'édit de Caracalla, cette citoyenneté romaine est étendue absolument à tout l'Empire, donc ça signifie que vraiment l'intégration des provinces a bien fonctionné, et que Rome est également capable de faire preuve d'une certaine ouverture d'esprit. Voilà, donc ça c'était pour l'aspect modernité de cet empire, et métissage aussi. Je vais terminer sur l'aspect métissage avec un point extrêmement important, qui est que si Rome peut influencer donc les provinces qui sont sous son contrôle, ça marche aussi dans l'autre sens.
C'est-à-dire que Rome peut être influencée également par la culture de ces mêmes provinces. Et c'est particulièrement le cas dans le domaine religieux. Et là, il y a un événement historique tout à fait considérable qui va se produire. Cet événement, c'est progressivement le développement de la religion chrétienne dans l'Empire romain. Alors ça, c'est un point hyper important. Je précise d'ailleurs à ce sujet que les deux grandes séquences qui vont terminer le programme d'histoire et qu'on va voir ensemble aussi, hein, c'est la naissance de la religion juive, autrement dit le judaïsme, et puis ensuite un de ses dérivés qui est la religion chrétienne, autrement dit le christianisme. Et dans le cas du christianisme, les liens avec l'Empire romain sont très importants. Pourquoi? Parce que d'abord le christianisme il apparaît en Judée, où la religion dominante est le judaïsme, donc la religion juive. La Judée, donc c'est un petit territoire qui est situé donc au Proche-Orient, qui a été intégré donc dans l'Empire, et qui a son propre gouverneur, et où commence à se développer, surtout au 1er siècle, une religion donc qui a beaucoup de succès, qui s'appelle le christianisme. Et cette religion, en fait, elle va non seulement avoir beaucoup de succès en Judée, mais avec l'action des apôtres, qui sont donc les disciples de Jésus, qui est donc le grand prophète des chrétiens, celui qu'on peut considérer comme le créateur de cette religion. Donc avec l'action des apôtres, cette religion, elle va dépasser le stade initial donc, de la Judée, et elle va se répandre un petit peu partout dans l'Empire, même si il faut préciser que dans un premier temps, cette religion, en particulier dans la région de Rome en tant que telle, ne va pas être très très bien vue parce que c'est une religion concurrente de la religion officielle, puisque Rome a son propre système religieux, dont l'empereur d'ailleurs est le chef. Hein. Je rappelle que l'empereur, il est chef de l'armée, il est chef de l'État, mais il est aussi chef de la religion. Donc théoriquement, l'empereur, il n'est pas censé tolérer une concurrence trop forte d'une religion extérieure. À la limite que les provinces gardent certaines traditions religieuses, bon, ça, ok, mais que certaines de ces religions commencent à venir concurrencer notamment à Rome la religion officielle de Rome, là c'est une autre histoire. C'est la raison pour laquelle, dans un premier temps, le christianisme va être persécuté, très durement, très durement. Puis bon, petit à petit, à force de résister, il va inspirer un certain respect chez certains observateurs, et après cette phase de persécution, on va passer à une phase qui sera la phase acceptation, voilà. Et après l'acceptation carrément de la religion, il va se passer un autre événement important, c'est que carrément il y a un empereur qui va se convertir lui-même au christianisme, c'est Constantin, qui est également un empereur important pour une autre raison que je vais expliquer dans une troisième vidéo. Donc si vous voulez là, déjà c'est un événement considérable, quoi, hein. Le premier empereur romain, donc Constantin, qui se convertit au christianisme, ça c'est quand même une date importante. Donc là on se situe au 4e siècle après Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire pour autant que la religion chrétienne devient officiellement tout de suite la religion d'État ou officielle de l'Empire romain. Ça arrivera un petit peu plus tard sous un autre empereur qui est Théodose. Donc là d'ailleurs au passage je précise que j'ai cité à peu près tous les empereurs importants qu'il faut retenir, hein. Là je termine avec Constantin et Théodose. Je vais revenir un petit peu sur Constantin après, dans une troisième vidéo qui sera un petit peu plus courte, mais qui est quand même nécessaire. Donc il faut bien se dire une chose, donc c'est que l'influence entre Rome et les provinces, elle marche dans les deux sens, et c'est notamment particulièrement le cas pour la question de la religion. Je vais faire une troisième vidéo, mais elle sera plus courte, parce qu'il faut quand même que je termine sur l'effondrement de l'Empire romain. Donc on se revoit juste après. A tout de suite.